Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Matrice de l'œuvre morale et politique où il affirme sa stature de philosophe et la force de son système. Sa philosophie de l'existence sera dans les rêveries du promeneur solitaire. Son discours est oratoire, radicalité des thèses et profondeur. Rousseau répond à une question du concours de l'Académie de Dijon. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. 1749. Quelle est la source de l'inégalité parmi les hommes? 1753. Le temps de 6 mois de préparation incitait à la rhétorique. Provocation de répondre d'un collaborateur de l'encyclopédie en musique. L'essor des sciences et des arts allait de pair avec la corruption des mœurs. Scandale. Manuscrit mal présenté et expédié sous anonymat. Rousseau avait préparé sa publication. Un faisceau d'indices porte à penser que les notes étaient comprises dans le manuscrit. Le second discours mobilise un immense savoir accumulé. Il a pris à rebours l'idéal des Lumières, voie de l'étude historique de la morale, qui fit polémique. Il affirme que l'homme n'est intelligible que par les changements intervenus dans sa nature, changements révélateurs de la faculté qu'il possède de se modifier lui-même. Rousseau va prouver que les inégalités résultent de la transformation que la société opère en l'homme, analyse régressive de dépouillement récusant l'erreur des justnaturalistes. Attribuer à la nature ce qui est le produit de sa dénaturation. Voltaire, recevant le livre de Rousseau, on n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il affecte de croire que cette méthode régressive est une invitation à un retour vers un état de nature regretté. Charles Bonnet, signant dans le Mercure Philopolis, montre avec éclat ce que l'on ne pouvait ou ne voulait pas voir dans l'œuvre de Rousseau. Tout ce qui résulte immédiatement des facultés de l'homme ne doit-il pas être dit résulté de sa nature? Si l'état de la société découle des facultés de l'homme, il est naturel à l'homme. Ce raisonnement relève une incompréhension radicale de l'entreprise de Rousseau, qui consiste à montrer que les facultés que l'on prête à l'homme ne lui sont pas immédiatement données, mais résultent de sa socialisation, qui, loin d'être naturelle, y est inscrite dans une genèse et dans une histoire complexe qui reste à élucider. Présupposition de Voltaire et Bonnet, le monde humain, le monde social est naturellement ce qu'il est. Intuition de Bonnet, renonçons pour toujours à la chimérique entreprise de prouver que l'homme serait mieux s'il était autrement. L'objet est le fondement réel de la société humaine, les hommes de l'état de nature au dernier degré de l'inégalité. Il reformule la question du concours et en élargit la recherche. Connais-toi toi-même devient qu'est-ce que l'homme? Rousseau ne fait pas l'apologie de l'homme naturel, ni le récit de sa déchéance, mais comprendre comment l'homme est devenu ce qu'il est. Jugez de notre état présent. Le schéma est celui d'une marche à reculons. L'ange de l'histoire dont parle Walter Benjamin, son visage est tourné vers le passé, les yeux fixés sur la tempête que nous appelons progrès. Pour comprendre l'origine des inégalités qui structurent la société civile, il faudrait connaître les étapes pour lesquelles les hommes sont sortis de l'état de nature. Or, cette connaissance nous est inaccessible. Rousseau souligne la distance incommensurable
qui sépare l'homme de la nature de l'homme civil. L'institution de la propriété est le point de basculement de l'histoire de l'homme. La propriété foncière est la première institution sociale. Non le début de la société, mais ce qui rend nécessaire la reconnaissance et la garantie par un pouvoir de droit. L'âge des cabanes est une première révolution. La propriété foncière introduit le conflit entre ceux qui se sont appropriés les terres et ses ressources et les pauvres. Rousseau pense l'historicité de l'homme qui est devenu ce qu'il est. Henri Gouillet, la contingence s'oppose à la nécessité naturelle. Pour Jean-Jacques Rousseau, le retour à un état de nature est dépourvu de sens, c'est l'idée. La contingence permet à Rousseau d'articuler l'histoire avec le droit et la politique. L'ouvrage peut être lu comme une tentative pour constituer une logique spécifique de la causalité historique, bien distincte de l'histoire. Grande thèse du contrat social, les hommes sont irrémédiablement destinés à assumer leurs conditions politiques, comme relevant de leur responsabilité. C'est l'ignorance de la nature de l'homme qui jette tant d'incertitude et d'obscurité sur la véritable définition du droit naturel. La société humaine montre que la violence des hommes puissants est l'oppression des faibles. Il y a l'inégalité physique établie par la nature, âge, santé, force, esprit ou âme. Puis l'inégalité morale ou politique établie par le consentement des hommes. Privilège dont quelques-uns jouissent, au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux, ou même de s'en faire obéir. Que Merlinde et Pufendorf assurent que rien n'est si timide que l'homme dans l'état de nature, et qu'il est toujours tremblant, prêt à fuir au moindre bruit. L'homme dans l'état de nature n'a guère besoin de remèdes et encore moins de médecins. L'esprit déprave les sens et la volonté parle encore quand la nature se tait. Tout animal a des idées puisqu'il a des sens et il combine même ses idées jusqu'à un certain point. Un pigeon meurt de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes, et un chat sur un tas de fruits ou de grains, quoique l'un et l'autre pût très bien se nourrir de l'aliment qu'il dédaigne. L'entendement humain doit beaucoup aux passions, et par leur activité, par notre raison, se perfectionne. Nous cherchons à connaître car nous désirons jouir. Supposons que sans forge et sans atelier les instruments de labourage fussent tombés du ciel entre les mains des sauvages. Comment cultiver la terre, semer les grains et planter les arbres? Le premier langage de l'homme, le langage le plus universel, le plus énergique, et le seul dont il eut besoin, est le cri de la nature. Multipliant les inflexions de la voix, ils y joignirent les gestes plus expressifs. Les premiers mots dont les hommes firent usage eurent dans leur esprit une signification beaucoup plus étendue. Chaque objet reçut un nom particulier. Les idées générales ne peuvent s'introduire dans l'esprit qu'à l'aide des mots. Les animaux ne savent pas former de telles idées. Toute idée générale est purement intellectuelle, et si l'imagination s'en mêle, l'idée devient particulière. Quand un singe voit une noix, cela rappelle à sa mémoire les sensations et ses yeux annoncent à son goût ce qu'il va recevoir. Autour de nous, nous voyons des gens qui se plaignent de leur existence. Je demande si on a ouï dire qu'un sauvage en liberté ait seulement songé à se plaindre de la vie et à se donner la mort. Qu'on juge avec moins d'orgueil de quel côté est la véritable misère. L'homme est faible quand il est dépendant. C'est la raison qui engendre l'amour propre et c'est la réflexion qui le fortifie. C'est elle qui replie l'homme sur lui-même. C'est la philosophie qui l'isole. C'est par elle qu'il dit en secret à l'aspect d'un homme souffrant « Péris si tu veux, je suis en sûreté ». Il n'y a plus que les dangers de la société entière qui troublent le sommeil tranquille du philosophe et qui l'arrachent de son lit. On peut impunément égorger son semblable. Sous sa fenêtre,
il n'a qu'à mettre ses mains sur ses oreilles. L'homme sauvage n'a point cet admirable talent. Un animal ne passe point sans inquiétude auprès d'un animal mort de son espèce, et il y en a même qui leur donnent une sorte de sépulture. Triste mugissement du bétail entrant dans une boucherie face à l'horreur du spectacle qui les frappe. La pitié est un sentiment naturel qui, modérant dans chaque individu l'activité de l'amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l'espèce. C'est elle qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir. Inspirant à tous les hommes cette maxime de bonté naturelle, fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible. Il appartient à Socrate et aux esprits de sa trempe d'acquérir de la vertu par raison. Chez les sauvages, l'art périssait avec l'inventeur. Il n'y avait ni éducation ni progrès, l'homme restait toujours enfant. Chacun doit voir que les liens de la servitude ne sont formés que de la dépendance mutuelle des hommes et des besoins réciproques qui les unissent. Il est impossible d'asservir un homme sans l'avoir mis auparavant dans le cas de ne pouvoir se passer d'un autre. L'inégalité est à peine sensible dans l'état de nature, et son influence y est presque nulle. Le premier sentiment de l'homme fut celui de son existence, et son premier soin celui de la conservation. À mesure que le genre humain s'étendit, les peines se multiplièrent avec les hommes, instruits par l'expérience de l'amour, du bien-être, seul mobile des actions humaines. Les premiers progrès mirent l'homme à portée d'en faire de plus rapide. Plus l'esprit s'éclaire et plus l'industrie se perfectionna. Ils se procurèrent plusieurs sortes de commodités inconnues, et ce fut là le premier joug qu'ils s'imposèrent sans y songer, source de maux à leurs descendants. L'usage de la parole s'établit en se perfectionnant dans chaque famille. Les hommes errants se rapprochent, se réunissent, unis par le même genre de vie et d'aliments. À force de se voir, on ne peut plus se passer de se voir encore. La jalousie s'éveille avec l'amour. La discorde triomphe. Le genre humain continue à s'apprivoiser. Les premiers devoirs de la civilité apparurent, axiome du sage selon Locke. Il ne saurait y avoir d'injure où il n'y a point de propriété. La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts dont l'invention produisit une grande révolution. Pour le poète, c'est l'or et l'argent, mais pour le philosophe, ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le genre humain. De la culture des terres s'ensuivit leur partage, et de la propriété une fois reconnues les premières règles de justice. Les hommes commencent à porter leur vue dans l'avenir. C'est ainsi que l'inégalité naturelle se déploie insensiblement, développée par les circonstances. Inventions successives des autres arts, progrès des langues, inégalité des fortunes, l'usage des richesses. L'esprit arrive presque au terme de la perfection. De libre et indépendant qu'était auparavant l'homme, le voilà par une multitude de nouveaux besoins assujettis à ses semblables, dont il devient l'esclave, même en étant leur maître. Riche, il a besoin de leur service, pauvre, il a besoin de leur secours. La société naissante fit place au plus horrible état de guerre. Le gouvernement naissant n'est point une forme constante et régulière. Pline disait à Trajan, « Si nous avons un prince, c'est afin qu'il nous préserve d'avoir un maître. » Les diverses formes de gouvernement au moment de l'institution, le peuple accoutumé à la dépendance et aux commodités de la vie est hors d'état de briser ses fers et consenti à laisser augmenter sa servitude pour affermir sa tranquillité. De l'extrême inégalité des conditions et des fortunes, de la diversité des passions et des talents, des arts inutiles aux pernicieux, des sciences frivoles sortirent des foules de préjugés, contraires à la raison, au bonheur et à la vertu. Au sein de ce désordre que le despotisme s'élève. L'émeute finit par étrangler ou détrôner ceux par lesquels il disposait la veille de vie et des biens de ses sujets.
L'homme sauvage et l'homme policé différent tellement par le fond du cœur, et des inclinations pour kiffer le bonheur suprême de l'un réduirait l'autre au désespoir. Le premier respire que le repos et la liberté. Il ne veut que vivre et rester oisif, et l'ataraxie même du stoïcien n'approche pas de sa profonde indifférence pour tout autre objet. Au contraire, le citoyen toujours actif sue, s'agite, se tourmente sans cesse et travaille jusqu'à sa mort. Il se vante même orgueilleusement de sa bassesse. Il est fier de son esclavage et parle avec dédain de ceux qui n'ont pas l'honneur de le partager. L'homme sociable, toujours hors de lui, ne sait vivre que dans l'opinion des autres. Et c'est de leur seul jugement qu'il tire le sentiment de sa propre existence. Toutes les connaissances qui demandent de la réflexion, toutes celles qui ne s'acquièrent que par l'enchaînement des idées et ne se perfectionnent que successivement, semblent être tout à fait hors de portée de l'homme. Un auteur célèbre, calculant les biens et les maux de la vie humaine et comparant les deux sommes, a trouvé que la dernière surpassait l'autre de beaucoup et qu'à tout prendre la vie était pour l'homme un assez mauvais présent. Maupertuis est l'auteur. Les hommes sont méchants, mais l'homme est naturellement bon. Le luxe est un remède beaucoup pire que le mal qu'il prétend guérir, ou plutôt il est lui-même le pire de tous les maux. La fin de la société, dit Locke, entre le mâle et la femelle, n'étant pas simplement de procréer, mais de continuer l'espèce. Pour Rousseau, l'appétit satisfait l'homme qui n'a plus besoin de sa femme. Chacun s'en va de son côté jusqu'au jour des 9 mois qui, de mémoire, le rappellent qui se sont connus. Il n'y a donc dans l'homme aucune raison de rechercher la même femme. L'amour de soi-même est un sentiment naturel qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation et qui, dirigé par la raison et modifié par la pitié, produit l'humanité et la vertu. L'amour-propre est un sentiment relatif, factice, qui est né dans la société qui porte chaque individu à faire plus. En cherchant à nous connaître, nous développons en nous des facultés ignorées de l'homme naturel. L'instrument que nous développons pour accroître nos connaissances nous éloigne de l'objet que nous avons à connaître. Rousseau n'exclut pas une histoire des modifications biologiques aboutissant à l'espèce humaine actuelle. La difficulté est de savoir comment le langage humain est devenu nécessaire. Si nous parlons, ce n'est pas parce que nous en avons besoin pour survivre, mais que des passions sociales nous y poussent. La raison est à l'homme civil ce que l'instinct est à l'homme naturel. L'instinct est devenu inaudible et inopérant pour l'homme civil. La raison était inutile et inaccessible à l'homme naturel. Le besoin sexuel est ponctuel et immédiat. C'est sa transformation en désir sous l'effet de l'imagination qui fait entrer l'amour dans la durée. La famille est considérée comme petite société et comme mode de relation de ses membres entre eux. C'est la socialisation du désir qui entraîne le développement des passions de rivalité. On est conduit à l'idée d'un consentement et donc d'un usage de la liberté qui aboutit paradoxalement à un asservissement, ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. Pyramide de subordination successive, ce filet dans lequel le tyran prend toute la société, la richesse économique, qui est l'indice de toute supériorité sociale, car l'argent est un équivalent universel permettant de vendre ou d'acquérir tous les objets de désir, pouvant faire l'objet d'une aliénation, comme le montrait déjà Aristote dans les Politiques. La guerre est née de la paix, ou du moins des précautions que les hommes ont prises pour s'assurer une paix durable. Dans le calcul des mots, il faut prendre en compte la guerre et ses effets inconnus dans l'état de nature. Rousseau reprend le jugement de Maupertuis à son compte, mais ne s'en tient pas à une interprétation fataliste. Starobinski.
La misère de caractère structurellement insatiable du désir, l'art du bonheur, réside dans la faculté d'ajuster ses désirs aux moyens de les satisfaire. Ce qui se fait spontanément pour l'homme de la nature et ce qui suppose une sagesse rare chez l'homme civil. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Merci.